Salut à tous et à toutes, auditeurs à Boston, en Floride, au Canada, en France et bien sûr en Haïti. Bienvenue dans le grand journal sur Swag Radio, présenté par Erlich Dorelas. Nous faisons le pont entre Haïti et le reste du monde, politique, économique, société, culture et voix de la diaspora. Merci de nous choisir. L'actualité commence maintenant. Depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Alexa, open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24. Tout de suite, voici les infos. La Russie a réaffirmé son soutien de longue date à Cuba, condamnant les dernières sanctions américaines contre l'île comme étant inacceptables. Le président russe Vladimir Poutine a fait cette déclaration mercredi lors d'une réunion avec le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez Parrilla, à Moscou. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Nous traversons une période particulière avec de nouvelles sanctions. Vous connaissez notre position sur cette question. Nous trouvons ces mesures totalement inacceptables. La position de notre ministère des Affaires étrangères est ouverte, claire et sans ambiguïté. Lors d'une autre réunion mercredi, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré à son homologue cubain que Moscou exhortait les États-Unis à s'abstenir d'imposer un blocus naval à Cuba. En réponse, le ministre cubain des Affaires étrangères a exprimé sa gratitude pour le soutien indéfectible de la Russie. Ces développements font suite à un récent décret américain, signé par le président Donald Trump en janvier, qui impose des droits de douane sur les marchandises provenant de tout pays qui vend ou fournit du pétrole à Cuba. En réponse à cette dernière escalade du blocus pétrolier américain, le gouvernement cubain a annoncé une série de contre-mesures, notamment des restrictions sur les achats de carburant. Que se passe-t-il dans le paysage médiatique américain après le cancelling de l'interview de Stephen Colbert? Stephen Colbert, célèbre animateur américain, accuse CBS de céder aux pressions de la Maison-Blanche. Cette polémique survient après que la chaîne a refusé de diffuser l'interview de candidats démocrates en pleine période préélectorale. Écoutons un reportage signé TVA Nouvelles dans ce grand journal. Stephen Colbert, animateur vedette de The Late Show à CBS, accuse la chaîne et ses propriétaires, les studios Paramount, de plier devant Donald Trump. Donald Trump's administration wants to silence anyone who says anything bad about Trump on TV because all Trump does is watch TV. Okay? Lundi soir, Colbert affirmait avoir été empêché par CBS de diffuser une entrevue avec le candidat démocrate du Texas, James Tallarico. L'entrevue a plutôt été ajoutée sur la chaîne YouTube de l'émission où elle a récolté un impressionnant nombre de vues, déjà plus de 6 millions. Dans un communiqué paru hier, CBS nie l'affaire et déclare que des conseils juridiques ont été envoyés à l'équipe de l'émission pour l'avertir d'une potentielle infraction au règlement de la FCC. La Federal Communications Commission, l'équivalent du CRTC aux États-Unis, applique depuis longtemps une règle de temps d'antenne équitable aux candidats politiques rivaux dans les bulletins de nouvelles télévisés. Les talk-shows étaient jusqu'ici exemptés de cette contrainte, mais la FCC a annoncé récemment qu'elle avait l'intention d'en élargir l'application. I'm just so surprised that this giant global corporation would not stand up to these bullies. Stephen Colbert, dans un élan de résistance en direct hier soir, s'est opposé à la déclaration de CBS. And for the lawyers to release this without even talking to me is really surprising. I don't even know what to do with this crap. L'image est forte. Il compare le document à une crotte de chien dont il dispose dans un sac de plastique. Colbert s'apprête à quitter les ondes en mai, une décision de CBS qu'il attribue aussi à la guerre que Donald Trump livre ouvertement aux animateurs de fin de soirée. Et une autre vedette de la chaîne tire sa révérence, Anderson Cooper, qui ne renouvellera pas son contrat après 20 ans à la barre de l'émission 60 Minutes. La crise chez CBS se poursuit sur fond de censure et de pression politique. Christine Manzo, TVA Nouvelles. Parlons du Conseil pour la paix créé par le président américain Donald Trump, créé pour aider à la reconstruction de Gaza, puis doté d'une mission plus large de résolution des conflits. Le Conseil de paix de Donald Trump tient jeudi à Washington sa première réunion. Le reportage est signé France 24 dans ce grand journal. C'est dans ce bâtiment, tout juste renommé Institut Donald Trump pour la paix, qu'aura lieu cette première réunion. Tout un symbole pour un conseil de la paix entièrement construit autour de la personne du président américain. Autour de lui, ce jeudi, se presseront des chefs d'État comme le Hongrois Viktor Orban, le président argentin Javier Milei ou encore son homologue indonésien Prabowo Subianto.
Le Conseil de la paix comprend 27 pays membres fondateurs, en plus des États-Unis. Parmi eux, Israël, la Turquie, la Biélorussie, le Maroc ou encore l'Égypte. Ces pays doivent normalement verser 1 milliard de dollars pour y adhérer. Au total, 47 pays, certains seulement observateurs et un représentant de l'Union européenne devraient être présents ce jeudi. Alors que le sommet porte sur l'avenir de Gaza, aucune représentation palestinienne directe n'y participera. Israël sera de son côté représenté par son ministre des Affaires étrangères. L'objectif de cette première réunion, soutenir la collecte de fonds pour Gaza et faire avancer le fragile plan de cessez-le-feu de Donald Trump pour l'enclave palestinienne. Il annoncera que les États membres se sont engagés à verser plus de 5 milliards de dollars pour les efforts humanitaires et de reconstruction à Gaza et ont également engagé des milliers de personnes dans la force internationale de stabilisation et la police locale afin de maintenir la sécurité et la paix pour les Gazaouis. Mais les efforts de la Maison-Blanche n'ont pas été approuvés par tout le monde. Les principaux alliés européens tels que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont décidé de ne pas rejoindre le Conseil. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a également décliné l'invitation. Dans le même temps, le Vatican a aussi fait part de son désaccord. Le plus haut responsable diplomatique du Saint-Siège a déclaré que ces efforts de crise devaient être gérés par l'ONU. De toute évidence, certains points nous laissent un peu perplexes. Certains points critiques qui doivent être expliqués. Donald Trump a lui-même suggéré que les missions du Conseil de la paix s'étendraient au-delà de Gaza afin de s'attaquer aux conflits mondiaux, suscitant des inquiétudes sur une possible concurrence des Nations Unies. Tension entre Washington et Téhéran dans le contexte du nouveau cycle de négociations américano-iraniennes à Genève et de la pression continue exercée sur la République islamique par l'administration Trump. L'Iran continue de renforcer sa coopération avec son allié russe. Une nouvelle réunion de la commission intergouvernementale russo-iranienne s'est tenue ces derniers jours à Téhéran. Riyad Sidaoui, expert du monde arabe, a parlé à RT. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Monsieur Sidaoui, bonsoir, merci d'être avec nous sur RT en français. Alors comment analyser cette coopération russo-iranienne en pleine tension entre l'Iran et les États-Unis? Je pense que la Russie manifeste sa solidarité avec l'Iran au plan économique, au plan culturel et au plan militaire. C'est très important. C'est un message clair et net d'envoyer un navire militaire afin de participer aux manœuvres militaires à Détroit d'Ormuz. Je pense qu'il y a aussi un navire chinois. Donc les relations sont exemplaires sur tous les plans. N'oublions pas aussi que l'Iran fait partie des pays de BRICS. Et dans les pays de BRICS, c'est une alliance économique. Il y a des accords militaires et stratégiques entre la Russie et l'Iran. Certes, et je souligne que toute attaque américaine contre l'Iran, à mon avis, c'est aussi une attaque contre les intérêts russes et les intérêts chinois dans la région, puisque l'Iran est un allié, un pays ami avec ces deux grandes puissances. Donc, il ne faut pas penser que c'est uniquement l'Iran qui est visé, non, mais c'est cette alliance, c'est ces relations amicales entre la Russie et l'Iran et la Chine. Monsieur Sidaoui, vous avez évoqué les BRICS. Justement, l'Iran est un pays membre de l'organisation BRICS et arrive à maintenir des liens importants avec la Russie. Peut-on dire que les relations entre la Russie et l'Iran sont un exemple parfait de cette coopération sud-sud? Oui, je pense, oui, certes. C'est une excellente relation. C'est un choix de la Russie après la déception totale des positions de l'Occident vis-à-vis de l'opération spéciale en Ukraine. Donc la Russie aussi s'est trouvée avec ses alliés, si vous voulez, historiques depuis l'Union soviétique, les pays du Sud, de l'Est, du Moyen-Orient, de l'Afrique aussi. La Russie est très active en Afrique, puisque face à ces embargos et ces sanctions et cette hostilité occidentale contre la Russie a trouvé
d'autres amis, à trouver d'autres alliés, y compris l'Iran. Donc c'est un choix stratégique et payant dans ces crises. Je reviens avec vous, M. Sidawi, sur cette crise entre l'Iran et les États-Unis. En dépit justement de cette crise, il y a toujours un canal de communication qui est maintenu entre Washington et Téhéran. Quel rôle peut jouer aujourd'hui la Russie dans ce dialogue entre l'Iran et Washington? Aujourd'hui, la Russie pourrait jouer un rôle, un grand rôle même. Certes, on ne peut rien faire si c'était l'administration de Joe Biden, mais on voit que Donald Trump est plus compréhensif à l'égard de la Russie que son précédent. Donc, la Russie pourrait jouer un rôle. D'ailleurs, à manifester, elle est prête à accepter, à transférer, et l'Iran est prête aussi à transférer environ 400 kilos d'uranium vers la Russie. C'est une confiance mutuelle. Donc, la Russie pourrait jouer aujourd'hui un rôle, mais évidemment, d'autres pays occidentaux, je parle des pays européens, notamment la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, ils sont très, très hostiles vis-à-vis de la Russie et ils ne veulent pas que la Russie intervienne afin de dénouer cette crise. Mais du côté de Donald Trump, je pense qu'il y a une certaine compréhension. Merci infiniment pour cette analyse, M. Riyad Sidawi. Je rappelle que vous êtes expert du monde arabe et vous êtes directeur du CARAPS. Vous étiez avec nous en direct depuis Genève, en Suisse. Merci à vous, M. Sidawi. Parlons du Ramadan. Le mois sacré du Ramadan s'annonce aujourd'hui pour les musulmans. Aujourd'hui pour les musulmans du monde entier. Il porte une signification toute particulière pour la population de Gaza, puisque c'est le premier depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, alors que le Conseil de la paix du président américain Donald Trump se réunit pour la première fois jeudi à Washington. Les Palestiniens comme les Israéliens doutent déjà de la viabilité de cette initiative diplomatique controversée. L'envoyé spécial de Radio-Canada, Jean-François Bélanger, est à Ramallah, en Cisjordanie. Écoutons les détails dans ce grand journal. Gaza s'est refait une beauté pour le Ramadan. Faute de pouvoir reconstruire, ces bénévoles pètent sur les ruines de ces maisons à Khan Younes et décorent les rues, bordées de décombres. C'est le premier mois sacré du Ramadan depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en octobre. Un mois habituellement synonyme de fête. Mais la vie à Gaza est tout sauf normale. L'enclave est en ruine et les Gazaouis n'ont pas envie de célébrer. Rami Aboujamous ne fait pas exception. Il n'y a que de la tristesse dans le cœur. On est brisés, nos cœurs ils sont tous brisés. Il n'y a pas une personne dans toute la bande de Gaza qui n'a pas perdu un enfant, qui n'a pas perdu un proche. Il n'y a pas l'ambiance de faire la fête parce que la tristesse est partout et que ça ne s'arrête pas. La fin du blocus israélien a permis de regarnir les étals du marché de Zawiya. Mais personne n'a les moyens d'acheter. On ne vit pas à Gaza. On est en train de survivre et essayer de rester en vie malgré les difficultés, malgré la misère et surtout malgré les bombardements. Alors, à la veille de la première rencontre à Washington du Conseil de la paix, les Gazaouis n'entretiennent aucune illusion. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas nous qui décidons ce qu'on veut, mais il y en a d'autres qui décident à notre place. Un état d'esprit que partagent les Palestiniens de Cisjordanie. We are still confused about this board of peace. Selon Mustafa Barghouti, l'initiative du président Trump paraît encore bien nébuleuse. Comment peut-on appeler ça le Conseil de la paix alors que M. Netanyahou, un criminel de guerre, en fait partie, demande-t-il. Il n'y a pas un seul Palestinien non plus, ajoute-t-il. Habituellement, il faut deux parties pour faire la paix. Ce leader palestinien modéré insiste sur l'urgence humanitaire à Gaza. Selon lui, ses compatriotes approuvent tous les points du plan de paix. Le Hamas est prêt à céder les rênes du pouvoir, précise-t-il, et il est même prêt à désarmer. Le problème, selon lui, se trouve en face. Comment peut-on avoir la paix alors qu'Israël viole tous les accords, y compris ceux d'Oslo, demande-t-il. L'ancien diplomate israélien, Jeremy Issacharov, l'avoue. La mise en œuvre de la deuxième phase du plan de paix représente tout un défi.
L'élément clé, dit-il, est le désarmement du Hamas et la démilitarisation de Gaza. Mais il ajoute que la partie israélienne doit aussi faire son bout de chemin. Il faut offrir un avenir politique aux Palestiniens, dit-il, une voie vers une solution à deux États. Si la plupart de ses compatriotes se sentent déçus, frustrés, déprimés, Mustapha Barghouti, lui, s'accroche encore à son rêve d'une région où tous pourraient cohabiter en paix. Mais cet idéaliste l'avoue volontiers, le passage du rêve à la réalité paraît chaque jour plus compliqué. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Ramallah. Vous êtes à l'heure du grand journal sur Swag Radio, c'est avec Erlich Dorelas, depuis les studios de Swag, dans la capitale des grandes écoles du monde. L'énergie, le flow et l'attitude. Swag Radio, on est avec du style. Alexa, open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24. Les infos sans cassure, sans bavure, c'est l'affaire de P-News sur WhatsApp et sur Facebook. P-News, votre référence en matière d'infos. Brothers Café Créole, The Place to Be. La cuisine haïtienne sans limite à Brothers Café Créole au 299. Main Street Everett, chiffre le 617 294 14 25. Brothers Café Créole, The Place to Be. Parlons du carnaval au Cap haïtien, le carnaval de la ville du Cap, grande fête populaire du nord d'Haïti, a été assombri par des scènes de violence, selon les autorités locales. Une personne a perdu la vie, tandis qu'un agent de la police nationale d'Haïti, PNH, figure parmi 14 individus interpellés lors d'une vaste opération de sécurité menée en marge des festivités. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Je remercie nous tous pour la présence là après-midi et dans le compte ça côté police nationale là dans le département nord pour présenter bilan activité carnaval pour l'année 2026 là. Et faut que nous disions que dans la période ça donc et nous avons une disposition qui était prise pour que toute bagaille était passée très très bien. Et moi, je suis capable de dire que c'est à la satisfaction de nous que tout va être fini, malgré que gagné quelques incidents que nous déplorons. Par exemple, il y a quelques cas de blessés et il y a un monde qui veut perdre la vie sur le l'hôpital. Donc, sous le plan préventif, depuis avant, la police prend disposition pour que ils ont convoqué tout policier dans le département, donc sous l'ordre du directeur départemental, la commissaire divisionnaire Seb Calix, avec tout membre du commandement LIA, et tout policier était convoqué dans les ordres respectifs pour assurer la sécurité de la population qui t'a parlé défouler dans la question carnaval. Et pour ville Cap-Haïtien seulement, alors commune Cap-Haïtien, il y a plus passé 200 policiers qui étaient mobilisés pour activité ça. Et dans les policiers ça, donc il y a des policiers toute unité et surtout policiers qui prennent formation dans la question maintien d'ordre, gestion de foule. Et nous avons des policiers en civil tout qui étaient sur tout parcours pour faire des remarques à l'autre policier pour que nous intervenions au moment opportun. Et c'est comme ça. Et la police, en termes de bilan, nous arrivons et arrêté 14 suspects. Dans 14 suspects, il y a 9 qui sont arrêtés dans la ville Cap-Haïtien, il y a 2 dans Dondon, il y a 2 dans Saint-Raphaël et il y a 1 dans la commune Milo. Et donc la police, dans le moment, saisit 5 armes à feu, donc c'est 5 armes que nous avons regardées là, et toutes c'est des pistolets de calibre 9 mm. Dans les armes, il y a une arme de police. Donc, Zamsa, lui, confisqué en possession de Bien-Aimé Smith, qui c'est un élément de la 31e promotion de la police nationale d'Haïti. Donc, c'est moun dans le nord, mais il n'est pas de travail dans le nord. Et donc, dans le dernier jour carnaval là, donc, il a pas impliqué dans un incident dans la rue 17L.
et qui t'a pas soldé par un cas de mort. Et c'est comme ça que l'unité de l'UE est intervenue rapidement. Et c'est avec un pile difficulté que vous avez arrivé à maîtriser et récupérer les armes en possession. Et donc, l'autre armes, ils ont saisi dans le parcours carnaval là, tout malgré note que la police te mettait dehors sous ça pour ne pas circuler avec des armes à feu, même sous. Toujours en Haïti, dans ce grand journal, le groupe alternatif pour un nouveau Haïti, GANH, est monté au créneau pour exhorter le Premier ministre Alif Fizeme à prendre des décisions courageuses et responsables en vue de l'organisation d'élections générales dans les plus brefs délais. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Intérêt personnel yo, intérêt parti politique qui voye yo. Kounya, c'est même parti politique ça yo, ak même société civile ça yo, kap mande PM Alik Didier Fizeme pour yo signer un autre accord pour diriger le pays. Pour yo vin soucer encore, vin faire corruption, vin prendre quoi l'État, pour yo vin plus riche. Et puis pour yo caparer pour yo aller élection à comme pays. Pour mettre en plus, voler. Depuis 2021 jusqu'à 2025, c'est accord sur accord. Accord quoi? Gouvernance, gestion pays chita. Yo pas régler rien. À la de cas papa. Notre bout de transition, ça parti politique. Pas doué dans espace pouvoir dans pays. N'a pas dit encore. Dans petit bout de transition ça. Parti politique pas doué dans espace gestion pays. C'est dans élection pour y aller. Peuple haïtien prend note. Dans petit bout de transition ça. Parti politique yo pas doué dans espace gestion pouvoir pays. Dans ce ça, groupe alternatif pour sauver Haïti a demandé PM Alik Didier Fizeme prend responsabilité dans la mission li gagné pour mettre bon gens sécurité avec la paix dans le pays. Organiser bon gens élection pour changer le personnel politique pays qui date plusieurs années depuis l'élection parfaite. Nous demandons PM Alik pour gagner un bon remaniement cabinet ministériel pressé avec des techniciens, des cadres compétents, de patriotes intègres qui ne pas sortir dans aucun parti politique, qui pour venir faire corruption dans boîte l'État, qui pour venir déchapiller caisse l'État pour aller dans l'élection. Groupe alternatif pour sauver Haïti, mais des partis politiques, nèg à cravate, qui déchapiller pays, bah Haïti en chance. Tout le monde ensemble. Haïti debout. Haïti debout. Haïti pop pays. Haïti pop pays. Merci. Depuis à partir du 7 février, le peuple haïtien prend une décision où tu connais un paquet de partis politiques ou ensemble de monde qui étaient connus chaos. Dans ce sens, le peuple a dit non. Il n'est pas dans le chaos. Il confie le Premier ministre Didier Alek pour que il capable de mener le pays vers les élections. Nous connaissons que bon, à peu près 1 million de personnes qui dehors. Le PM n'a supposé travailler, mettre sécurité dans le pays pour que les gens retournent à la caillou. Il y a à peu près 3 à 4 millions de personnes qui sont dehors du pays, qui sont prêts pour entrer, qui sont prêts pour venir tourner dans le pays parce que la situation dehors n'est pas bonne. Cependant, il y a plein de PM qui fait mettre sécurité pour permettre que vous retournent. Écoutez. Négociations pour la paix en Ukraine et à Genève, des progrès sur le plan militaire et un dialogue engagé sur le plan politique. L'Ukraine et la Russie ont conclu la deuxième journée des pourparlers sous l'égide des États-Unis à Genève. Mercredi sans avancée majeure, le récit est signé Euronews dans ce grand journal. À Genève, suite et fin ce mercredi des pourparlers entre l'Ukraine et la Russie sous l'égide des États-Unis.
Pas de miracle, ni de surprise. Ces discussions se sont achevées sans avancée majeure, mais le dialogue a eu lieu. Très peu d'éléments ont filtré sur d'éventuels progrès enregistrés. En revanche, ces discussions n'ont pas duré longtemps, 2 heures ce mercredi, signe que le dialogue reste très difficile. Les discussions ont été divisées entre 2 groupes de travail, l'un sur les aspects politiques du règlement du conflit, l'autre sur ses aspects militaires. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a simplement affirmé que les 2 camps s'étaient entendus sur la quasi-totalité des points pour la mise en œuvre et la surveillance d'un éventuel cessez-le-feu. Mais il a également souligné qu'une telle trêve nécessitait au préalable une volonté politique commune, qui pour l'heure semble loin d'être acquise. Les Ukrainiens n'ont pu que constater que les positions restaient éloignées sur les questions les plus sensibles, en particulier celles des territoires. Moscou continue en effet de réclamer l'ensemble du Donbass, inacceptable pour Kiev. Pour l'heure, aucune information n'a été donnée sur la date et le lieu des prochaines discussions. Un envoyé spécial de l'Union européenne s'est rendu au Mali dans le cadre d'une visite officielle placée sous le signe du renforcement du dialogue et de la coopération bilatérale. Dans un contexte régional marqué par de profonds bouleversements sécuritaires et politiques, un dialogue politique lancé au cours de son séjour à Bamako, l'émissaire européen a rencontré plusieurs hauts responsables maliens, dont les membres du gouvernement de la transition. Les échanges ont principalement porté sur la stabilité institutionnelle, la situation sécuritaire au Sahel ainsi que les perspectives de coopération économique. Le récit est signé RT dans ce grand journal. Depuis 2022, les relations entre l'Union européenne et les pays du Sahel se sont considérablement dégradées. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, réunis au sein de la Confédération des États du Sahel, ont rompu les accords de défense avec la France, expulsé les forces étrangères et pris leur distance avec l'influence européenne. Ce vide diplomatique a été exploité par d'autres puissances, notamment la Russie, qui a renforcé sa présence militaire et politique dans la région. Face à cette recomposition des alliances, l'UE ne peut plus se contenter de ses anciens schémas. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a reçu en audience mardi à la primature le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, João Gomes Cravinho. Par ce signal fort, l'Union européenne entend non seulement maintenir sa présence, mais aussi intensifier son engagement global dans la région. Le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, João Gomes Cravinho, a mené un déplacement officiel au Mali dans le cadre d'une visite axée sur le renforcement du dialogue politique avec les pays du Sahel, notamment ceux de l'AES. L'occasion de présenter les grandes lignes de la nouvelle stratégie européenne dite « approche renouvelée » envers cette région. Il y a rencontré le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, qu'il a présenté au Premier ministre malien, Abdoulaye Maïga, pour une audience élargie. Nous pouvons ne pas être en accord sur chaque point, mais nous pouvons toujours travailler dans une bonne entente. L'envoyé européen était à Bamako dans le cadre d'une prise de contact globale avec les autorités de l'AES. La semaine dernière, ce même João Gomes Cravinho était au Burkina Faso pour une visite similaire. Nous étions dans un monologue à 2 et non dans un dialogue, avec comme conséquence un manque de consensus et des programmes qui ne répondaient pas forcément aux attentes des populations. Malgré certains points de désaccord, il faut travailler à ceux qui ne paralysent pas les aspects sur lesquels nous sommes en accord et qui sont les plus importants. Au terme de cette visite au Mali, les 2 parties ont exprimé leur volonté de préserver leurs intérêts respectifs tout en consolidant une coopération future basée sur des priorités partagées et une compréhension mutuelle. Cette approche renouvelée pourrait marquer potentiellement un tournant dans les relations UE-Sahel en attendant la concrétisation de ces promesses. Depuis 2022, les relations... Laissons Bamako, nous irons en Afrique du Sud, répression policière de l'exploitation minière illégale. Après une découverte d'or, l'évasion soudaine de Springs reflète une frénésie plus générale, le prix de l'or ayant dépassé les $5 000 l'once cette année, soit plus du double de son niveau de janvier. Le récit est signé Africa News dans ce grand journal. En Afrique du Sud, la police réprime l'exploitation minière illégale alors qu'un township fait l'objet d'une ruée vers l'or depuis quelques semaines. L'invasion soudaine de Springs reflète une frénésie plus générale, le prix de l'or ayant dépassé les $5 000 l'once cette année, soit plus du double du niveau de janvier.
Maintenant, nous exploitons les mines et nous voyons que les forces de l'ordre veulent nous empêcher de le faire, ce que nous ne pouvons pas accepter sans qu'elles nous proposent une solution pour que l'or profite à notre communauté d'Evresse et de Guguletu. Armés de pioches, les mineurs sont arrivés presque 10 jours au lendemain dans ce bidonville, après qu'un habitant a découvert de l'or en faisant juste un trou dans son jardin. Nous sommes dans les krals, où l'or a été découvert. L'or a été trouvé ici dans les krals. Les habitants s'affairent depuis la semaine dernière. À présent, nous nous retrouvons dans une situation où la police ferme la zone afin que personne ne puisse continuer à exploiter la mine. L'Afrique du Sud, réputée depuis longtemps pour sa richesse minérale, a connu une frénésie similaire en 2021 lorsque du diamant avait été trouvé dans le KwaZulu-Natal. L'ancien prince d'Angleterre, prince Andrew, arrêté ce jeudi dans l'affaire Jeffrey Epstein. Affaire à suivre dans ce grand journal. C'est la fin de ce grand journal pour ce jeudi 19 février 2026. Pour présenter le grand journal Erlich Torelas, depuis les studios de Swag, dans la capitale des grandes écoles du monde, avant de partir couleur du temps. Ciel partiellement nuageux, invariable avec possibilité d'une faible chute de neige légère tôt le matin. Risque de quelques flocons ou neige légère avant 7 heures du matin. Température maximale en journée environ 37 degrés Fahrenheit. Température minimale en soirée, la nuit, autour de 28 degrés Fahrenheit. Et voilà pour ce aujourd'hui. De l'après-midi, les températures proches du maximum, 35-38 degrés Fahrenheit, sous nuages et éclaircies. Pour ce jeudi. Joyeux jeudi, mais avant de partir, il ne faut pas oublier de surfer sur la toile pour écouter Swag Radio. Swag Radio avec Alexa, Open Swag Radio. Et aussi les infos sur Sabavure sur PNews, WhatsApp et Facebook. Et allez manger à Brothers Café Créole, the place to be. La cuisine haïtienne sans limite. Brothers Café Créole au 299 Main Street, Everett. Chiffre le 617 294 14 25. Allez, joyeux jeudi. N'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Au revoir, à demain.